monsieur, bonsoir. Merci pour votre fidélité à l'émission Son de Tour, votre rendez-vous de tous les mardis, où l'on nous dit que vous êtes de plus en plus nombreux à suivre cette émission et aussi à nous faire partager vos avis sur les thématiques que nous développons, parfois initiées par vous. Voilà. Ce soir, nous allons parler, peut-être pas parler, mais on va essayer de jouer à la provocation, si vous voulez. Nouvelle législature, nouveau gouvernement, le chef de l'État doit-il remanier son gouvernement? Si oui, ça serait pourquoi faire? Comme chacun sait, après les législatives de juillet-août dernier, la coloration de l'Assemblée nationale a viré, j'allais dire entre guillemets, au rouge vif, couleur du PCT qui a raflé la majorité. Et le départ du ministre d'État, Pierre Moussa, à la présidence de la CEMAC, on pouvait imaginer, même si le chef de l'État n'était pas contraint ni forcé, puisqu'il a l'initiative de nommer les membres de son gouvernement et même de remanier, qu'il y ait au moins un remaniement, si ce n'est technique, pour le départ du ministre d'État, où on peut suggérer un remaniement en profondeur, si ce n'est un simple jeu de chaises musicales où on prend Paul, on met à la place de Pierre et Pierre à la place de Paul, comme on a l'habitude de le faire. Et nous pouvons poser la question, après ces législatives, est-il possible de remanier le gouvernement? Et si oui, quelle serait la structure de ce gouvernement? Sinon, pourquoi prendrait-on les mêmes pour recommencer quand on sait que la structure de gouvernement avec les différents pôles a donné des résultats quelque peu mitigés, puisque on a l'impression que c'était le jeu « je te tiens par la barbichette, et toi tu me tiens » et on continue. Une espèce de maîtrise, d'automaîtrise des membres du gouvernement qui ne disaient pas son nom. Alors, si le chef d'État a l'initiative de remanier le gouvernement, c'est tellement que, avec les quelques réflexions et remarques qui sont parvenues en ce qui concerne la gestion du gouvernement, on pourrait peut-être susciter une réflexion. Si on remanie, est-ce qu'on va recommencer avec la même structure? Si oui, est-ce que cette structure-là a donné tous ces résultats? Alors, pour essayer de répondre à cette thématique, nouvelle législature, nouveau gouvernement, le chef de l'État peut-il remanier son gouvernement? Nous avons invité sur ce plateau M. Juste Ibombo, qui est politologue. À ses côtés, Asie-Dominique de Marseille, qui est journaliste à Télé Congo et directeur de publication du journal Le Choc. Et enfin, notre ami Joachim Banza, directeur de publication du journal La Semaine Africaine. Bonsoir, chers amis. Bonsoir. Bonsoir. Alors, je ne sais pas si c'est osé que de dire, de poser la question de l'opportunité d'un remaniement ministériel à l'heure actuelle. Mon cher Juste. Merci Sony. L'opportunité du remaniement, bon, il faut d'abord dire, comme tu l'as si bien souligné, c'est-à-dire que constitutionnellement, le président de la République n'est pas obligé de remanier le gouvernement, dans la mesure où l'article 74 de la Constitution stipule que c'est lui qui nomme les ministres et les ministres ne sont responsables que devant lui. Donc, qu'il y ait un nouveau Parlement, qu'il y ait une nouvelle législature qui arrive, ça n'engage pas nécessairement le chef de l'État à remanier. Mais il y a des prémices qui, manifestement, à notre sens, montrent que ce remaniement est inéluctable. Pourquoi? Parce que nous avons suivi le message sur l'état de la nation du chef de l'État, le 13 août dernier, dans lequel il a fait le bilan de 15 ans d'exercice. Et ce n'est pas rien, c'est même la première fois que le chef de l'État, au cours de ses messages sur l'état de la nation, est revenu longuement sur la quête de l'unité nationale, de la stabilité de notre pays, et ce, après la guerre civile, les guerres que nous avons connues à répétition, et la plus fatale, la bêtise humaine, celle du 5 juin 1997. Donc quand on voit ce que le président, quand il a annoncé son message
aux députés, il a souligné que nombreux ne croyaient pas que le Congo allait se relever. Et aujourd'hui, les acquis de cette paix retrouvée, de cette stabilité sont là. La preuve, il y a eu les festivités de l'indépendance de notre pays dans le Poul, la zone qui était le théâtre, on va dire, qui a beaucoup souffert de ces affres, de la bêtise humaine. Donc il y a à notre sens des prémices. Et l'autre prémisse, c'est que nous avons vu le président de la République envoyé à la commission de la CEBAC, pas des moindres. Je crois que c'est la deuxième personnalité du gouvernement, après le ministre d'État Mvouba, le ministre Moussa, le ministre d'État Moussa, qui est en plus le coordonnateur d'un pôle. Et le pôle, on va dire le pôle le plus important, parce que le pôle économique. Donc il y a quand même des prémices qui montrent qu'il y a une nécessité dans la vision du chef de l'État de remanier. Bon, maintenant la question que nous allons nous poser, pourquoi le remaniement? Mais je vais dire en deux petites minutes. Oui, mais je fais une petite analyse. Si vous dites déjà pourquoi le remaniement, on arrête. Non, on ne va pas arrêter. Okay. Je vais dire que quand on regarde la vision du président, depuis 1997, on se rend compte que le président est à la recherche d'un équilibre, disons, d'une structure gouvernementale qui va faire en sorte qu'il puisse mettre en œuvre sa vision politique. Nous avons vu le premier gouvernement, disons le premier modèle de gouvernement de Denis Sassou Nguesso, c'est le président de la République avec des ministres et des ministres d'État. Et à la suite de ça, on a vu un autre modèle, c'est le président de la République avec un premier ministre coordonnateur du gouvernement, mais qui n'est pas chef du gouvernement. Et le troisième modèle de gouvernement que nous avons vu avec le président Denis Sassou Nguesso, c'est le président de la République avec 4 ministres d'État qui sont des gestionnaires de pôles. Et tu l'as si bien dit que ces pôles, vraisemblablement, présentent un résultat mitigé. Donc, il y a une nécessité, à notre sens, de remanier, certainement peut-être de changer le gouvernement. Et nous allons en parler à la suite de... Donc, vous voulez dire qu'on tâtonne, quoi? Non, on ne tâtonne pas. Mon cher Aziz Dominique de Marseille, il y a des prémices de remaniement ou bien il y a quand même des indicateurs qui montrent qu'on peut remanier, ne serait-ce que de façon technique. Ici, bon, je crois que le chef d'État, dans son message à la nation, a montré comment le Congo est en train de prendre l'ascendance. Le pays est parti de loin, il évolue. Le président de la République est dans une courbe ascendante. C'est cette flèche qui monte. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire que le remaniement peut reposer sur le bilan de ce gouvernement passé? Si oui, il est possible de faire un remaniement parce qu'il veut encore aller plus loin. Cette flèche qui est en train de monter. L'industrialisation du Congo, la paix, qui sont deux axes fondamentaux sur lesquels repose l'idée du président, la vision du président. Est-ce qu'on va faire avec la même équipe? À mon avis, je crois bien que le président devrait remanier. Il y a déjà les prémices données par mon collègue à côté, le départ de Moussa, qui n'est pas des moindres, c'est quelqu'un qui est resté longtemps au gouvernement. Pratiquement depuis les années 78, ce monsieur est resté au gouvernement jusqu'à aujourd'hui. Et quand ce monsieur peut déjà partir, on peut pressentir, nous journalistes, on dit que le chef d'État veut faire du nouveau. On a l'impression qu'il veut changer. Parce que ces hommes qui ont tenu la marmite, quand ils sont en train de partir, ça veut dire qu'il y a peut-être un nouveau sang qui arrive, on ne sait jamais. Je suis en train de me dire, pourquoi pas? Parce que s'il y a possibilité de remanier, je ne vois pas pourquoi on ne va pas remanier. Si on va remanier pour garder les mêmes, il faut peut-être penser que le président de la République va remanier parce qu'il voudrait quand même que certaine jeunesse arrive. Quand je dis jeunesse, ce n'est pas en âge, c'est d'autres figures arrivent au gouvernement. Le pays est bourré de cadres. Ce n'est pas toujours les mêmes. Il y en a qui ont fait 20 ans, 30 ans, qui ne font que ça au gouvernement. Excusez-moi d'être un peu direct, qui ne font que ça. Être au gouvernement, ça devient une certaine carrière. Terminer, allez-y à l'université, oui, doucement. Allez-y à l'université. Terminer, allez-y au CHU. Terminer, allez-y à l'agriculture. Moi, je me dis, on peut remanier parce qu'on a déjà quand même vu. On ne peut pas quand même continuer à terminer un mandat ou à continuer avec des gens qui ont déjà 20 ans, 30 ans. On peut changer. Mon cher Aziz, gardez un peu pour le pas de résistance. Si vous terminez comme ça, là, vous nous aurez coupé l'appétit. Mon cher Joachim Banza, est-ce que là, il y a une espèce de lueur de remaniement? On peut ne pas remanier. De toute façon, on n'est pas non plus obligé de garder un poste de ministre d'État, coordonnateur du pôle économique, même si la personne est partie. On n'est pas obligé non plus. Mais je crois que ça a été déjà dit. Hein. On est en régime présidentiel. Et en régime présidentiel, il y a une séparation rigoureuse des pouvoirs. Donc, les rapports de force en présence à l'Assemblée nationale n'ont aucune influence sur la composition
du gouvernement. Donc, dans ce régime présidentiel, c'est le président de la République qui a le pouvoir discrétionnaire de pouvoir changer son équipe gouvernementale, nommer de nouveaux ministres ou pas. Maintenant, dans le contexte où nous sommes aujourd'hui, c'est vrai que de plus en plus, on parle d'un remaniement ministériel qui est même devenu un secret de polichinelle. Je crois qu'il faut expliquer cela. D'abord, nous sommes à 3 ans déjà du mandat du chemin d'avenir. 3 ans après, il y a comme une sorte de lassitude quand même. Il y a une attente du côté de l'opinion qui veut une sorte de renouvellement, une sorte de redynamisation de l'action gouvernementale. Il y a eu des faits. D'abord, il y a le grand drame que nous avons connu le 4 mars, au lendemain duquel quand même l'opinion a pensé que bon, peut-être qu'il aurait été politiquement utile de pouvoir remanier le gouvernement. Le président de la République, je crois, a dû même répondre à une question comme ça là sur RFI. Voilà, sur Radio France Internationale. Il a indiqué que bon, il est le seul à nommer et à révoquer ses ministres. Et depuis, l'opinion attend. Il y a eu les élections législatives. Là, demain, il y a la rentrée de la nouvelle législature, la 13e législature. Et c'est un événement politique quand même qui marque un certain changement dans une institution importante de la République et pour lequel on pense que, bon, il serait aussi souhaitable qu'au niveau du gouvernement qu'il y ait un renouvellement. Une nouvelle assemblée. Enfin, disons, au niveau du l'Assemblée. Il y a d'autres faits, comme justement, mes prédécesseurs viennent de l'évoquer, c'est le départ du ministre d'État, Pierre Moussa, à la tête de la commission de la CEMAC. Donc on suppose qu'il va être remplacé et donc on suppose qu'il n'y aura pas que ce remplacement-là, mais que le président va saisir cette opportunité pour pouvoir essayer de recomposer son gouvernement. Mais ceci dit, c'est vrai qu'en régime présidentiel, on ne peut pas penser que, puisque l'opinion attend un renouvellement de l'équipe gouvernementale, que nécessairement cela va se faire. Bon, est-ce que ça va se faire? Est-ce que ça ne va, ou ça va se faire dans les jours qui viennent? Ça, en tout cas, vraiment, il faut être dans les secrets du chef de l'État pour le savoir. Mais personne ne peut le prédire. Donc il n'y a que le chef de l'État lui-même qui va probablement surprendre ses concitoyens en prenant l'initiative de renouveler son équipe gouvernementale. Mais ceci dit, c'est vrai que dans l'opinion, l'attente est forte de voir quand même une redynamisation de l'équipe gouvernementale. Très bien. Alors je vais juste vous rappeler la disposition constitutionnelle que vous avez indiquée, c'est l'article 74 plutôt. 14. Le président de la République nomme les ministres qui ne sont responsables que devant lui. Il met fin à leur fonction. Donc ça veut dire qu'il peut décider s'il veut remanier, s'il peut... Maintenant, mais ceci dit, on sait que en décembre 2011, je crois, il y a eu un réglage technique. Il y a 2 ministres qui se sont permutés les portefeuilles. Bon, l'opinion n'a pas tellement perçu, mais il l'a fait. Ça c'était un réglage technique. Comme voilà. Il y a eu aussi un autre réglage technique lié au problème de cumul de mandats concernant Mme Lometo. Enfin, voilà. S'il n'y a que le cumul de mandats, il y aurait beaucoup qui partiraient. Mais est-ce qu'on peut aussi sursurer, juste sursurer entre nous? Y aurait-il des éléments objectifs qui pourraient pousser le chef de l'État à remanier, des éléments objectifs, au-delà du simple constat que le ministre d'État siège maintenant du côté de Bangui, qu'il y ait des éléments objectifs qui veulent pousser au remaniement?
Oui, et il y a un élément objectif. Sans, Je dirais, sans que lui ne prenne notre avis. Hein. tout à fait. Ouais. Je dirais même un élément central. Parce que souvenons-nous, quand le chef de l'État a pris ses fonctions, il a eu à prononcer un discours dans lequel lui-même a eu les mots durs contre les gouvernants. Il a dit pour le chemin d'avenir, on ne veut pas, il dit le peuple ne veut pas, ne veut plus des dirigeants qui ne donnent pas le meilleur d'eux-mêmes. Mais, bon, il y a eu le calendrier avec la Banque mondiale, le Fonds monétaire international, il y a eu ce travail, c'est-à-dire que ce travail pour la paix, la recherche de la paix et de la stabilité, qui a fait qu'il était difficile pour le chef de l'État de bousculer les équilibres. Mais, dans le message qu'il a adressé à la nation, il y a aussi un autre fait qui montre manifestement que le chef de l'État veut aller vers ce changement. C'est quoi? C'est le chemin d'avenir. Parce que nous ne sommes plus à un gouvernement de politique. Parce que les concessions qui ont été faites, les compromis, aujourd'hui, la majorité des protagonistes de la guerre, de la fameuse guerre, sont aujourd'hui amnistiés. D'autres ont maintenant des fonctions même gouvernementales. Mais l'essentiel, c'est-à-dire que la vision du président, on dit que c'est un bâtisseur. Il parle du chemin d'avenir qui est la réponse à l'urgence sociale pour faire que le Congo puisse se moderniser et s'industrialiser. On ne peut pas moderniser et industrialiser le pays avec les fondamentaux politiques. C'est-à-dire qu'avec des gens qui ont cette culture, on va dire, cette culture marxiste, cette façon de penser qui n'est plus à la mode. Donc il y a ce prémisse-là. Quels sont ces gens qui ont la culture marxiste? Écoutez, le chef d'État lui-même a dit que ça a été importé et puis lui, il non, a suivi les parce intellectuels. que le problème aujourd'hui, c'est que le président, dans son message sur l'état de la nation, il a montré que le combat que nous avions, c'était le combat de la paix et de la stabilité. Les festivités, là c'est gagné. Okay, comme on a gagné le combat de la paix et de la stabilité, il reste maintenant le combat de l'industrialisation et de la modernisation. Mais on va industrialiser et moderniser avec une nouvelle expertise, vraisemblablement. Très bien. Donc, élément objectif. Oui, Sony, je crois que ce que Ibombo dit est tellement fondamental quand vous écoutez le chef d'État. Un homme politique, lui, il bâtit une stratégie en tenant compte des faits sur le terrain. Nous sortons d'une guerre, la paix est l'élément fondamental quand on sort d'une guerre. Et en ce moment-là, le politique compose son équipe en tenant compte de la propreté de la tâche, de la paix maintenant. Et en dehors de la paix, la stabilité, tout la géopolitique jouant. Mais quand on a retrouvé tout ça, quand on pense que les zones de turbulence ont été assainies, maintenant il nous faut aller à la technicité. Il nous faut aller construire la nation. Il nous faut industrialiser le pays. Tel qu'il est en train de prendre cet élan. Regardez la route Brazzaville-Pointe-Noire. Regardez Mayama. Il y a ces éléments qui boostent le pays. Donc on ne peut plus penser qu'on va faire l'économie avec le politique. C'est parce qu'on aurait mis un tel qui est mécontent dans sa région parce qu'il y aurait des soulèvements, il y aurait une milice, on va le mettre pour calmer le jeu. Non. Maintenant, on a besoin des technocrates, des gens qui sont des sachants, allant de la vision de la République qui veut industrialiser le Congo. On ne peut pas parler de boulevard énergétique avec un compromis que politique ou avec les options que de paix. On ne peut pas parler d'industrie du Congo, de voies de circulation quand il dit qu'il faut mailler le port au rail, le rail à la route à l'eau, l'eau à l'air, en ne faisant que les compromis de paix. La paix est déjà passée, la guerre est déjà passée. Maintenant qu'on a gagné cela, il faut maintenant chercher des technocrates qui vont absolument booster ce chemin d'avenir. C'est l'urgence du peuple. Le peuple, c'est l'espoir maintenant. On ne peut pas pardonner au chef d'État de rater cela. Donc maintenant, il faut choisir des nouvelles têtes qui vont maintenant répondre à l'attente du public, des peuples. Mon cher Jocelyn, je crois bien. Des nouvelles têtes ou bien un bilan qui devait plaider pour la reconduction du gouvernement ou peut-être la mise à l'écart d'un certain nombre d'entre eux. Je voulais rebondir quand même sur la question qui a été posée à mes prédécesseurs, à savoir est-ce qu'il y a des éléments objectifs qui peuvent conduire le chef de l'État à pouvoir remanier son équipe gouvernementale. Oui, il y a des éléments objectifs. Asie a fait, je crois, une bonne démonstration en disant probablement, au début, il y a eu cette grande préoccupation de reconquérir la paix. Ça a été fait, le président lui-même a dressé le bilan. On nous donnait très peu de chance, mais aujourd'hui, le Congo, quand même, est parmi vraiment les nations qui sont... L'idée de guerre est sortie dans les têtes de tous les Congolais. Et qui est même sollicité pour apporter son expérience ailleurs. Donc là, quand même, ça a été... Mais après cela, je crois les grandes conquêtes, c'est maintenant
la gestion, c'est maintenant le développement, c'est maintenant l'industrialisation. Le chef de l'État s'est donné des objectifs à travers son programme, son projet de société, le chemin d'avenir, c'est l'industrialisation du pays. Nous sommes pratiquement, commence à aller à mi-mandat. Hein? Si on dresse le bilan, qu'est-ce qu'on a de l'industrialisation du pays? Est-ce que à ce moment-là, lui, en tant que chef du gouvernement, il se dit non, probablement il faut rebooster. Donc, ça, c'est un indice, c'est un élément objectif qui peut conduire le chef du gouvernement à redonner un sang neuf ou à redynamiser son équipe. Il y a les problèmes sociaux, comme le chômage des jeunes. Hein?